Oui, voilà, exactement. En attendant mai prochain, pour découvrir le nouveau gagnant de la nouvelle édition de l'Eurovision, direction les librairies aujourd'hui pour vous procurer ce magnifique ouvrage qui sort donc ce jeudi. Évidemment, on y parle de Marie-Myriam, mais pas que, surtout de l'histoire de cette émission, qui est la plus ancienne de la télévision. En 2026, elle aura 70 ans. Et comme quoi, la longévité, ça paie, puisque l'Eurovision reste le seul événement non sportif à rassembler autant de téléspectateurs, entre 180 et 200 millions à travers le monde. Et alors, ce n'est pas votre voisin qui dira le contraire, mais c'est sans doute le programme télé avec le plus d'enjeux géopolitiques au monde. Et oui. Et là, vous pensez certainement à l'attribution des points, c'est vrai. Mais au départ, l'Eurovision n'est pas du tout un concours de chansons. Tout commence en février 1950, dans une Europe politique traumatisée par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et dans un objectif de pacification, l'Angleterre propose de créer un réseau audiovisuel commun à plusieurs pays pour échanger leurs programmes télé. Et en 1953, le 2 juin, pour la première fois de l'histoire de la télévision, une émission est diffusée en direct et en simultané dans 6 pays. Savez-vous laquelle est-ce, à votre avis? On la connaît? Du sport, éventuellement? Non, c'est pas du sport. Pas du Une sport. émission de variété? Non, pas du tout. Non Du plus. cirque, de la chanson? Non. Une émission politique? Royale. Ah, un couronnement. Le couronnement d'Elisabeth II. d'Elisabeth II, Bah oui. Mmh. France, Angleterre, Allemagne de l'Ouest, Pays-Bas, Belgique et Danemark retransmettent en même temps cet événement et c'est officiellement la première pierre à l'édifice de l'Eurovision. D'ailleurs, on dit à l'époque qu'une émission a été diffusée en Eurovision. On reconnaît Pascal de dos là, au tout premier plan de l'image. Pascal qui a bien connu cette période. Et ce n'est donc que 3 ans plus tard que cette diffusion collective se transforme en concours de la chanson. C'est donc ce qu'on peut découvrir en partie dans ce livre qui est une véritable mine d'or qui ne suit pas l'ordre chronologique de l'émission mais se picore aléatoirement par chapitre géopolitique donc, mais également chapitre de la francophonie ou encore le chapitre sur le débat des langues, puisque le concours légifère en 77 justement l'obligation de chanter dans sa langue d'origine. Horreur, malheur pour des pays scandinaves ou comme l'Allemagne qui ont compris qu'on séduit davantage de tympans en chantant en anglais, la preuve par Abba 3 ans plus tôt qui ne gagne pas en suédois mais en langue anglaise. Avec son titre. Waterloo, Effectivement. Et à partir de 1999, la liberté linguistique est rétablie. Voilà, ces infos sont une infime partie de ce que vous pouvez apprendre dans ce livre coécrit par les membres du podcast 12 points qui est entièrement consacré à l'Eurovision et qui est juste génial, très drôle. Eurovision, la petite histoire du grand concours, ça sort aujourd'hui aux éditions hors collection. Merci beaucoup Ségolène. Dans quelques instants, nous serons en direct des